À la page 33 du chapitre 38 de mes notes de cours, on résout une deuxième situation dans la section 3.5 de Séguin, une situation un peu plus costaud, mais il en existe encore des bien plus costauds que ça que vous allez faire en exercice. Donc la situation 2 qui s'intitule la méthode générale de Kirchhoff et dont on peut lire le libellé à la page 246 de Séguin. Donc je vous invite à interrompre la vidéo pour aller en faire la lecture. Après une première lecture, on va identifier nos données. Évidemment, c'est principalement les composants du circuit. Donc, on rencontre la première pile, on nous mentionne la première pile de 12 volts, la deuxième pile de 5 volts, la première résistance de 1 ohm, la deuxième résistance de 2 ohms, la troisième qui est à 9 ohms, et on nous demande quel est le courant I2, puis aussi quelle est son orientation générale. Évidemment, rien à faire si on ne nous donne pas quel est le circuit, comment c'est branché, ces composantes-là. Mais même s'il nous est donné, je vous rappelle qu'on part d'une page blanche et qu'on va le redessiner. Donc, je vous invite grandement à avoir présentement le dessin fourni par Séguin sous l'œil, puis à s'imaginer qu'il n'y a rien de dessiné au départ, là, puis comment je l'ai dessiné. La première chose que j'ai mis sur mon dessin, c'est la pile la plus imposante, la 12 volts, que j'ai dessinée comme ça, là, pour montrer qu'elle va faire gagner de l'énergie. Donc, je vais commencer à lire le dessin de Séguin à partir de la première pile, à partir de la borne positive de la première pile. Donc, je suis... j'ai d'ailleurs rencontré en premier, quand on suit le dessin, la résistance R1. Donc, que j'ai dessiné ici. Donc, le premier élément qui dépense de l'énergie. Donc, ça me fait gagner un maximum d'énergie. Et je commence à dépenser. J'ai illustré le courant qui est généré par cette pile-là. Je l'ai appelé I1 parce qu'il circulait dans la résistance I1. Après la résistance R1, on voyait sur le dessin de Séguin que si on est un électron, on a deux chemins possibles. Après la résistance, on peut décider de passer par la résistance R3. Donc, j'ai fait un chemin qui se séparait après la résistance R1 et qui me permettait d'aller vers la résistance R3. J'ai appelé le courant qui passait dans R3 I3. Et lorsque j'avais fini avec cette résistance-là, regardez le dessin de Séguin après la résistance, je peux retourner, si je suis un électron, directement à la pile. Suivez le dessin de Séguin. Après avoir passé la résistance R3, je suis un électron, j'ai un chemin pour me rendre à la pile. Après R1, on avait dit qu'il y avait deux chemins, donc l'électron qui passe ici peut décider après d'aller traverser le circuit en passant dans la résistance R2, tel qu'illustré ici, et suivez le dessin de Séguin. L'électron qui a décidé de passer par le chemin de la résistance R2, après avoir fini de traverser R2, il va traverser une pile, mais il la traverse dans le mauvais sens. Donc, après R2, j'ai dessiné une pile sous cette forme-là, la pile 2. Et après la pile 2, du côté de la petite barre de la pile 2, un électron qui sort à cet endroit-là peut retourner à la pile 1. Donc, il y a un chemin conducteur continu jusqu'au retour à A1. Donc, c'est une façon différente de dessiner le même circuit, mais c'est une façon intéressante parce que ça nous montre les dépenses d'énergie puis les sens logiques des courants. Okay? Je peux toujours me tromper quand je fais un dessin de ce type-là, puis je peux toujours me tromper parce que là, on fait des hypothèses. Hein? On pose les sens de courant en faisant ça. Ça se peut qu'à un moment donné, j'ai fait une erreur. Je vais m'en rendre compte quand je vais faire les calculs. Parce que si je n'ai pas fait d'erreur logique de raisonnement de comment le courant s'écoule, quand je vais résoudre mes équations, je vais toujours arriver à des courants positifs. Si par hasard, j'arrive à un courant négatif, ce qui est impossible, bien, ça veut dire que mon sens est inversé. Fait que si par hasard, j'arriverais puis que la calculatrice me dirait que I3 est égal à moins 4, ben ça se peut pas moins 4. I3 il est égal à 4, c'est rien que le sens ici qui est inversé puis qui viendrait changer toutes mes équations. Donc, en conclusion, à la fin du problème, je dis que I3 est dans l'autre sens que le sens que j'avais prévu initialement. Je suis maintenant prêt à identifier les outils, les concepts, les lois de physique qui vont me permettre de résoudre l'inconnu qui est recherché, qui est du courant. Dans un circuit électrique, c'est sûr que je vais passer par les lois de Kirchhoff. Je cherche un courant, donc je vais passer par la loi des nœuds, quoique ce n'est pas obligatoire. Je suis assez de marge, je pourrais même essayer de l'éviter, mais il n'y a aucun intérêt à l'éviter. On cherche du courant, donc une loi de Kirchhoff.
somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants, ou vice-versa. Mais il faut que je dise à quel endroit, parce qu'ici, il y a plus qu'un nœud. Il y a un nœud ici, j'ai 3 fils, puis il y a un nœud ici aussi, j'ai 3 fils. Les autres endroits, ce ne sont pas des nœuds. J'ai décaché, sans vous le mentionner tout à l'heure, mes identifications A, B, C, D, justement parce que quand je fais la loi des Kirchhoff, il faut que je dise à quel endroit je suis. Quand je fais la loi des mailles tout à l'heure aussi, il va falloir que je dise c'est quoi ma maille, à quel endroit je suis passé. Donc, il faut se trouver une façon d'identifier nos différents endroits du circuit, de faire reconnaître notre circuit à la personne qui lit notre problème. Là, j'ai mis des lettres de la même façon que Séguin, si on veut, qui avait identifié aussi son circuit de cette façon-là. Mais j'aurais pu m'y prendre autrement aussi. Donc, je disais que j'ai 2 nœuds, mais je vais le faire sur le nœud C, parce qu'on voit que mes courants sont bien identifiés proche de ce nœud-là. Là, c'est comme plus facile de faire ma somme des courants. Donc, je fais la somme, la loi de Kirchhoff au nœud C. Les courants sortants, I2 et I3 sortent du circuit du nœud, vont être égales au courant entrant, c'est I1. Donc, j'ai une équation et 3 inconnus. Il n'y a rien de connu dans cette équation-là. Pour ça, je vais être obligé de faire autre chose. L'autre chose, ça va être des lois de maille. C'est impossible de faire d'autres lois de nœuds. Même si je ferais la loi des nœuds en A, 2 courants entrants, I2 plus I3, est égal à un courant sortant. Le courant qui sort du nœud A, c'est le courant I1. Donc, ça me donne la même équation qu'ici. Donc, pour la loi des nœuds, il y aura toujours une équation de moins que le nombre de nœuds que j'ai. J'ai 2 nœuds, j'ai une seule équation de possible. Donc, il faut que je switch rapidement à la loi des mailles là, pour multiplier le nombre d'équations, parce que des mailles, ça, je peux en fabriquer plusieurs. Donc, je peux en fabriquer plusieurs. Il va falloir que je dise sur quelle maille je travaille. Dans ce cas-ci, j'ai 3 choix. J'ai choisi de passer par la maille, de commencer au point A. Donc, moi, le point en bas, c'est souvent le point que je dis qui est à énergie 0. Ce n'est pas nécessairement vrai, mais de la façon que j'analyse mes problèmes, c'est le point où il y a le moins d'énergie. Possiblement le moins d'énergie. Donc, je commence ici, puis je fais une maille. Une maille, c'est faire un circuit fermé. Donc, je vais passer par ici. Fait que je vais appeler ça, cette maille-là, A, B, C. Puis, j'ai décidé de tourner D, A. Donc, de A jusqu'à A, en faisant le chemin que j'ai mentionné là. Fait que A, B, C, D, A. Et là, je vais la refaire maintenant, mais vraiment en analysant mes potentiels. Donc, je pars d'un potentiel. Première différence de potentiel que je rencontre, c'est que je vais gagner E1, je suis dans le bon sens. Je tourne, je redescends, puis selon mes sens de courant que j'ai fixés arbitrairement tout à l'heure, mais logiquement, ça devrait être ça, je vais perdre du potentiel, je vais dépenser le courant qui est ici, je vais dépenser mon énergie, donc moins R1I1. J'arrive ici, on a dit qu'on tournait, donc je dépense, c'est l'équivalent de moins R2I2. Et j'arrive dans une pile, mais je la traverse dans le mauvais sens. Donc, je ne gagne pas de l'énergie, elle ne fournit pas de l'énergie, elle la dépense. Donc, moins E2 est égal à 0. Je mets mes chiffres. 1 est connu, moins R1I1, R1 est connu, moins R2I2, R2 est connu, moins E2 qui est connu. Donc, j'ai établi une deuxième équation et je n'ai pas introduit de nouvelles inconnues. I1 était déjà identifié comme un inconnu, puis I2 était déjà identifié comme un inconnu, donc je suis rendu à 2 équations, 3 inconnus. Il va falloir que je fasse un autre maille. Delta V est égal à 0, et là j'ai choisi, pour des raisons pédagogiques, mais j'aurais pu prendre la même maille que tout à l'heure, puis tourner ici, et maintenant j'ai décidé de faire la petite maille qui est ici. Donc de partir d'un point et revenir au même point, c'est une maille. Donc on va l'appeler ACDA. ACDA. Les potentiels que je rencontre. Bien là, je traverse une résistance, mais dans le mauvais sens, pas dans le même sens que le courant. Donc, je vais avoir plus d'énergie de ce côté-là de la résistance. Donc, dans mon analyse des énergies, je dis que je gagne de l'énergie. Donc, ici, j'ai plus R3I3. Celle-ci, par exemple, je la traverse en même temps que le courant, dans le même sens que le courant. Donc, il y a moins d'énergie, elle dépense de l'énergie, elle dépense le courant qui passe dedans. Donc, c'est moins R2I2. Et ma pile, c'est comme tout à l'heure, dans le mauvais sens. Donc, moins E2 est égal à 0. Je regarde mes chiffres. R3 est connu. Moins R2 connu. Moins E2 connu. Donc, j'ai 3 équations. Excusez, il y avait déjà une erreur tout à l'heure que j'ai corrigée sans vous le dire. Mais il y en a une autre ici. 3 équations à 3 inconnus. Donc, revisez les 3 parenthèses ici là, pour les mettre correctement.
Donc, j'ai pas introduit de nouvelles inconnues. J'ai 3 équations, 3 inconnues. Le problème est fini. On peut s'arrêter là, passer à une autre question d'examen, la physique. Vous avez appliqué toute la physique, le reste, c'est de faire des mathématiques. Évidemment, là, je vais continuer, c'est plate de s'arrêter en si près de la réponse et si loin en même temps, parce que les mathématiques sont pas faciles, puis ça, c'est même pas un gros problème. 3 équations, 3 inconnues, c'est pas les plus gros qu'on va rencontrer. Mais personnellement, je vais aller dans la calculatrice, puis je vais rentrer mes 3 équations. Je peux pas rentrer des i, je vais écrire x2 plus x3 est égal à x1, puis la deuxième, puis la troisième. Donc, on va aller voir ce que ça donne. On voit ma calculatrice que j'utilise, les 3 équations telles qu'elles sont écrites dans vos notes de cours, mais en x au lieu d'être en i, que je résous pour ces 3 équations-là. J'ai mis x2 en premier parce que c'est vraiment l'inconnu cherché par le client qui pose la question, mais la calculatrice nous fournit les 3 réponses. Les 2 autres réponses vont venir automatiquement. Donc, en passant par une calculatrice, j'obtiens mes 3 réponses. Évidemment, je pourrais faire appel à un bon mathématicien pour résoudre ce système d'équations-là. Donc, après des manipulations, il nous donnerait la valeur de I2, puis après d'autres manipulations, il nous donnerait la valeur de I1 et de I3. Évidemment, la calculatrice nous donne les 3 en même temps. Donc, ça y est, on a résolu un premier problème. On va en avoir plein comme ça à résoudre, là, puis ça va toujours être le même principe de bien lister nos données, surtout de bien refaire le dessin pour que ce soit le plus simple possible à résoudre, puis le moins compliqué à interpréter et à analyser. Donc ça va être obligatoire d'apprendre à dessiner comme ça. Et après ça, on pose des systèmes d'équations.